Les autres vous donnent des opinions. Karima Brick et Rémi Villemur vous donnent une raison d'en avoir une. Ça a fait beaucoup réagir. Dans la messagerie texte, on a reçu Dominique Gagnon et Colin Pratt. Colin Pratt de l'Iris, Dominique Gagnon, un entrepreneur. On parlait des super riches, mais là, pas des gens qui ont un peu d'argent ou même pas mal d'argent, des gens qui en ont énormément. Là. Des gens qui valent un demi-milliard, par exemple. C'est ça la moyenne des gens qui sont dans le 0,01% au Québec, 408 millions de fortune. Beaucoup de commentaires, beaucoup de gens qui disent... c'est bien beau l'imposer, mais nos gouvernements gèrent comme des pieds. Des fois, il y a des gens qui ont tellement d'argent puis ils se disent, regarde, moi, je veux jouer la game, là, c'est ça les règles, mais je sais que cet argent-là, il est quasiment mieux entre mes mains. Puis moi, je vais le donner à des organismes de charité, je vais le donner moi-même à des hôpitaux, plutôt que de le donner au gouvernement pour que le gouvernement prenne mon argent puis l'investisse lui-même dans le réseau de la santé. Puis on a bien vu depuis 10 ans ce que ça donne, 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. C'est un point de vue qui est à la fois cynique et, je trouve, quand même assez fondé. Là. Oui, tu as raison. Il y a plusieurs commentaires là-dessus sur la gestion de notre argent par le gouvernement, qui a aussi cette inquiétude-là, cette interrogation. Il y a un auditeur qui nous dit, il y a certainement un problème d'imposition des riches. Oui, mais le vrai problème, c'est la gestion des richesses de notre gouvernement. Il y a aussi un autre auditeur qui nous dit le gain en capital est moins imposé parce que l'argent utilisé a été mis à risque. Achat d'actions, immeubles, etc. Ce qui n'est pas le cas d'intérêt sur des CPG, par exemple. Il y a cette notion de risque aussi. Hein. Vous prenez des risques. OK, peut-être que vous avez fait beaucoup d'argent comme entrepreneur, mais vous avez risqué de perdre beaucoup aussi. Donc, ça rentre aussi dans le calcul. Et il y a Marc qui nous dit c'est les plus riches qui peuvent se permettre de mettre de la pression sur tout le monde qui prennent des décisions. Du même coup, ceux qui prennent des décisions s'enrichissent et la roue tourne. On pense par exemple à Elon Musk, tu sais, des personnalités comme ça. Oui, en tout cas, ça fait énormément réagir hein, dès qu'on parle de sous, de gros sous. Puis, tu peux pas faire fuir ceux qui peuvent investir, créer de la richesse, créer des emplois. D'un autre côté, il y a une sorte de justice fiscale. On va souvent évoquer ça. Bon, notre intervenant tout à l'heure parlait par exemple de la taxe Zuckman en Europe. Ça, c'est un économiste qui disait, justement, cette taxe Zuckman, on devrait taxer les ultra riches, mais ça reste que tout le monde a balayé ça. Là, les partis politiques, finalement, ils ont balayé ces propositions. Donc, on voit que c'est difficile. C'est quelque chose qui... C'est pas juste au Québec, au Canada, on se pose ces questions-là. Il faut que ce soit aussi presque pas coordonné, mais tu sais, si toi, tu décides comme pays d'imposer, de dire on y va à fond la caisse, ben oui, si tes voisins ne le font pas, tu risques aussi cet exode-là. Oui. Donc, il faut jongler aussi avec la compétition, si on peut dire. Oui. Moi, ça me fait plaisir de lire les commentaires parce que on pourrait imaginer, par exemple, que il n'y a pas beaucoup de gens dans le 0,01% qui nous écrivent aujourd'hui. C'est un peu normal. Il y en a comme 30 au Québec, là. OK? Mais pourtant, les gens sont quand même capables de dire, taxer des gens qui valent 400 millions puis qui créent de la richesse, on dit non. T'sais, on pourrait penser que tout le monde se liguerait contre eux, hein, parce que ça serait un réflexe humain que de faire ça. Mais non, les gens sont quand même capables d'être critiques et aussi de constater que l'alternative, donc tout donner au gouvernement pour qu'il s'occupe de nous, ça fait de moins en moins ses preuves. On va parler à Nick Payne dans quelques instants de Farnell Morisset. Karima qui a fait parler de lui en fin de semaine. Farnell Morisset, c'est qui? C'est un influenceur très connu au Québec, jeune, candidat du Parti libéral du Québec dans Tachereau. Tachereau, c'est à Québec. Et là, il a donné une entrevue à Génération Oui, qui est un balado, il y a quelques semaines. Et dans le balado, il se fait à peu près demander ceci. Qu'est-ce que vous allez faire si vous prenez le pouvoir en 2026 puis que vous avez des demandes à Ottawa puis qu'elles sont refusées sans cesse? Est-ce que vous allez considérer la possibilité de faire l'indépendance? Et Farnell Morisset a à peu près répondu ceci. Écoutez, si on se fait dire non tout le temps, il faut que ça demeure quand même une option. Ouh là là. Pour les gens au Parti libéral du Québec, ce n'est pas censé être une option. Même dans le pire des scénarios, l'indépendance du Québec, là, tout le monde a dû réagir. Il y a des stratèges qui sont sortis en disant on est inquiet, nous autres, c'est pas notre ligne. Il faut toujours qu'on dise que la meilleure option, c'est de rester dans le Canada. J'ai trouvé ça amusant. C'est amusant, c'est parce que ça met dans l'embarras, effectivement, beaucoup de gens au Parti libéral du Québec, surtout le Parti libéral du Québec d'aujourd'hui. Là, ils ont beau dire, oui, on est nationaliste, excuse-moi, mais non, pas vraiment comparativement ce que veut dire d'être dans les politiques nationalistes aujourd'hui. Tu as raison, ça a mis dans l'embarras parce que, tu sais, entre toi et moi, le principal argument de vente du Parti libéral du Québec,
quand tu as le parti, en ce moment, Parti québécois, qui est en tête des sondages, dans les intentions de vote, qui a une stratégie assumée sur l'indépendance, qui dit on veut faire un référendum, nous, notre parti, on assume 100%. Ton premier argument de vente quand tu es le Parti libéral du Québec, c'est le fait que tu es un parti fédéraliste, puis que toi, tu vas tenir le fort du Canada, tu vas monter dans l'autobus du camp du non, puis c'est les grands défenseurs. Là. Ils devraient scorer, là, pardonne-moi l'anglicisme, là, mais ils devraient cartonner, puis ça devrait être ça. Puis non, malgré tout, ils n'arrivent pas. On a vu des désistements au Parti libéral. Puis plusieurs. Là, oui, de candidats qui étaient quand même, qui avaient un beau pedigree. Et tu vois Farnell Morissette qui devait attirer aussi le vote, peut-être des jeunes, des gens qui regardent, qui sont plus sur les réseaux sociaux, qui sont plus sur les balados. Là, tu as cet influenceur-là qui te sort cette phrase qui dit, oui, il est confortable, tu sais ce que dit, il est confortable à cette idée que il pourrait, tu sais, que ça reste, l'indépendance reste une option si le gouvernement fédéral rejette toutes les demandes. Puis il a dit ceci, hein? Je cite exactement, comme ça on ne pourra pas dire qu'on l'a mal cité. Il dit, il faut que ce soit une possibilité démocratique. Il dit, mais il faut que ce soit aussi clair que si ça ne fonctionne vraiment pas et que l'ensemble de l'équilibre change, le Québec demeure maître de sa destinée. Donc là, tu en rajoutes, tu mets à une autre fois une autre monnaie dans la pièce. Puis oui, donc gros malaise pour le Parti libéral. Est-ce que Charles Milliard va recentrer la patente? Est-ce qu'il va l'appeler et dire, « Hey, mon vieux, on t'aime bien, mais là, tu vas te calmer un petit peu avec tes déclarations. » Ben, Nick Payne, il nous rejoint tout de suite. Salut, Nick Payne. Comment ça va? Ça va bien. Charles Milliard a réagi. Il a dit, écoutez, au Parti libéral, les idées peuvent circuler. On est un parti démocratique. On a une tradition du dialogue comme ça. Ça voulait quand même dire, je n'avais pas besoin de ça. Oui, poète. Je veux préciser une chose sur Farnell Morissette, pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un influenceur, mais pas n'importe lequel. Il faisait pas des dégustations de poutine. Lui, il se présentait comme un avocat qui va nous prémunir contre la langue de bois, les doubles discours, les concepts politiques foireux. Il était là pour débusquer, décrypter, puis nous permettre de mieux comprendre la politique. Sauf que généralement, toutes ces conclusions allaient plutôt contre le Parti québécois et davantage dans le sens du Parti libéral. Je dis ça comme ça en passant. Et ensuite, il est devenu candidat du PLQ. Et là, ce qu'il dit, je grossis le trait un peu, hein. Des fois, il accordait aussi aux autres partis, mais disons qu'il a été très, très, très rarement critique du PLQ. Alors là, ce qu'il dit cette fois-ci, c'est que dans cette entrevue dont vous avez parlé, c'est que la souveraineté, l'indépendance doit rester une possibilité pour nous permettre de mieux négocier par rapport à Ottawa. Hein. C'est pas nécessairement qu'il est devenu ou qu'il pense que le Québec devrait devenir souverain. C'est que il va là où Robert Bourassa est allé autrefois. Donc, la fameuse stratégie du couteau sur la gorge. Si vous ne nous donnez pas ce qu'on veut, ben, on a toujours l'option de faire l'indépendance. Alors, déniaisez-vous, proposez, accordez-nous les changements constitutionnels qu'on demande. C'est dans cet esprit-là que se situe Morissette, qui est tout à fait légitime. Mais là, il y a plusieurs qui ont dit justement, ben oui, ben c'est légitime, ça a été autrefois la position de Robert Bourassa. La ligne de parti devrait quand même permettre ce genre de discours, et c'est un peu ce que Charles Milliard laisse entendre. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a de la grogne à l'interne. Pourquoi? Parce que le PLQ n'est plus le parti de Robert Bourassa. Sa position aujourd'hui, c'est pas de faire des demandes à Ottawa et de faire des gains pour le Québec. C'est de ne rien demander du tout. Alors, la simple idée de considérer que le Québec actuellement n'est pas bien servi à l'intérieur du Canada n'est pas recevable au Parti libéral. C'est pour ça que Morissette est en eau trouble aujourd'hui, c'est que il va, malgré toute sa prudence et comment dire, le caractère très, très, très raisonnable et modéré de ce qu'il a dit, il va beaucoup trop loin pour le Parti libéral. C'est ça qui se passe en ce moment, et c'est ce que cet épisode-là nous montre. Les libéraux ne sont plus les libéraux nationalistes d'autrefois. Quoi qu'en dise Charles Milliard, qui, encore une fois là-dessus, dit des choses qui ne sont pas conformes à la réalité, en fait.
Mais en même temps, Nick, c'est drôle parce que je regardais comment les libéraux se démenaient avec ça en fin de semaine, puis ça me faisait penser aux caquistes. C'est-à-dire que la CAQ et le Parti libéral ont quelque chose en commun. Quand on leur pose une question très simple, à la CAQ, c'est par exemple aux souverainistes, vous allez faire quoi s'il y a un référendum? Là, ils ne sont pas capables de répondre. Ben, au Parti libéral, c'est qu'est-ce que vous allez faire si vous êtes élu, puis vous allez à Ottawa, puis ils vous disent non? Là, c'est comme deux questions auxquelles ils n'ont pas de réponse. C'est deux questions qui se ressemblent beaucoup. C'est comme si ces partis-là étaient dans la théorie, mais ultimement, la politique est un monde pratique. Il y a une étape qu'ils ne sont pas capables de penser. Ben oui, mais c'est parce qu'ils sont dans une forme de déni. Ils ne savent pas trop sur quel pied danser. Et là-dessus, tu as raison, la CAQ et le PLQ se rejoignent. On l'a toujours dit. La CAQ, c'est une coalition d'indépendantistes et de fédéralistes, mais c'est une coalition fédéraliste quand même. Alors, lorsqu'elle fait face à ces questions-là, c'est-à-dire comment donner plus d'espace au Québec à l'intérieur du Canada, elle est un peu dans la même impasse intellectuelle que les libéraux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de moyen de faire ça, sauf peut-être si tu mets l'indépendance dans la balance. Et encore là, Robert Bourassa l'a fait et il n'a rien obtenu. Il l'a tellement fait, Robert Bourassa, qu'à l'époque, tout l'appareil, tout l'écosystème fédéraliste le croyait sérieux dans sa volonté de faire l'indépendance. Là, il faut se rappeler des chroniques de Lisiane Gagnon dans le journal La Presse, qui était, elle, c'était un phare là, libéral, puis il avait dit, ma foi, c'est Robert Bourassa qui va faire l'indépendance du Québec. Alors, il voulait tellement obtenir quelque chose du Canada qu'il avait été très, très sérieux. Il s'était montré très sérieux dans la possibilité que le Québec devienne indépendant, et même là, il n'avait rien obtenu. Alors, comment veux-tu aujourd'hui que ces gens-là, qu'ils soient à la CAQ ou au Parti libéral, aient quelque chose à répondre quand on leur demande comment ils vont faire pour donner plus d'espace au Québec dans le Canada. Mm-hmm. Et parlons de ce manifeste de Québec solidaire, Nick Payne, parce qu'on a vu, il y a eu le livre bleu du Parti québécois, le livre bleu là, d'un Québec pays qui répond à toutes sortes de questions, à quoi pourrait ressembler ce Québec pays, autant sur l'armée, la Constitution, etc., etc. Et Québec solidaire qui a lancé aussi son manifeste. On devrait avoir tous les détails là, dans le courant de l'été. On parle d'un document de 20 pages, puis il y a déjà des grandes lignes qui sont sorties, puis t'as fouillé un petit peu là-dessus, là. Écoute, parlons d'abord juste une seconde de la mise en marché, là, de la façon de s'adresser au public de Québec solidaire. Décidément, là, quand ça marche pas, ça marche pas. Puis les gens de QS sont sur une longue lancée d'erreurs et de difficultés de présenter leurs idées. Le PQ venait de faire un document de 500 pages, sérieux, fouillé, élaboré. Et là, on a l'impression que Québec solidaire arrive avec une réponse de 20 pages. Et en disant, ouais, mais enfin, vous savez, ça viendra plus tard. Tout ça ne fait pas très sérieux, du strict point de vue de la mise en marché politique. Puis juste avant que je te laisse continuer, juste préciser une chose. Québec solidaire, normalement, moi que je me trompe, avait plus de ressources parlementaires pour faire ce travail-là, parce qu'ils sont finalement tributaires de leur sort en 2022 aux élections. Donc, ils ont un meilleur budget de recherche, ils ont fait élire plus de députés que le PQ, et malgré ça, ils sont arrivés avec une esquisse. Oui, une esquisse, et franchement, là, je vais être dur, mais c'est du travail... Comment dire, d'un élève du primaire ou du secondaire qui est pas très, très familier avec la politique, là, qui a pas été bien guidé. Il y a beaucoup d'amateurisme. J'ai retenu 2 éléments. Je commence d'abord par dire que Québec solidaire revient avec son concept d'un Québec à plusieurs nations. Hein. Nous, les nations du Québec, voulons nos souverainetés. Alors, ce genre de formule qui a un peu pas de bon sens, là, mais qu'on essaie de faire tenir debout. Alors, quelles sont les nombreuses nations du Québec? Ben, c'est essentiellement 11 nations autochtones et les Inuits qui composent, rappelons-le, aux environs de 1% de la population québécoise. Et puis, de l'autre côté, ce que Québec solidaire appelle la nation québécoise. Alors, je remarque ici que les Anglo-Québécois, les Canadiens français d'origine ou de culture, si on veut, ainsi que les allophones, tout ce monde-là est dans le même paquet, n'a pas droit à sa spécificité, mais par contre, les Autochtones, oui. Hein? Ça, c'est déjà une étrangeté intellectuelle. Mais surtout, Québec solidaire, il faut le rappeler parce que c'est à nouveau édicté dans ce document, est favorable à la partition du Québec.
Ça, là, ce que ça veut dire, c'est que QS est ouvert à ce qu'on donne des morceaux de territoire à l'un de ces peuples autochtones, aux Inuits. Il n'y a pas de cas répertorié actuellement dans le monde où un parti politique s'affiche d'emblée comme ayant la volonté de découper des morceaux du territoire qu'il veut gérer. Là. C'est du jamais vu. Et il y a, bon, le parti des indépendantistes écossais, là, le Scottish National Party, qui reconnaît d'avance l'autonomie de deux petites îles qui sont à l'extérieur du territoire continental écossais, mais c'est le seul cas qu'on peut trouver, et c'est très différent parce qu'au Québec, l'enjeu du territoire est majeur. Les peuples autochtones, aussi peu nombreux soient-ils, ont des réclamations territoriales qui, des fois, sont immenses. Là, on veut des gros morceaux du territoire québécois. On sait également qu'Ottawa, historiquement, ainsi que ceux qu'on appelle les fédéralistes, se sont beaucoup servi de la question autochtone et de la partition du Québec pour faire peur, hein, pour dire, ben, si vous faites l'indépendance, on va vous arracher des morceaux. Et puis, troisième élément, si Québec solidaire est d'accord avec ça, qu'est-ce que Québec solidaire va dire si le West Island de Montréal dit, ben, nous, on aimerait mieux rester dans le Canada, au fond, hein, on fait partie d'une autre nation, et puis c'est notre droit. Alors là, la boîte de Pandore est ouverte. C'est parfaitement irresponsable comme position, et juste pour ça, Québec solidaire devrait être disqualifié à jamais de gouverner le Québec, à moins qu'on change de position là-dessus. Et puis Vas-y, Karima. Non, mais j'allais dire, en fait, les gens peuvent le lire. Là. Je disais, ils vont. C'est en construction, tout ça, mais je veux dire, le manifeste est disponible. Là. Il y a comme vous pouvez aller le lire, c'est les fameux 20 pages, parce que puis je sais que Sol Zanetti qui disait, ouais, mais 500 pages, de toute façon, les gens liront pas ça vraiment. Fait que nous, on. Il a raison. Oui. Fait que ça, c'est quand même, c'est ça. Donc, je voulais juste préciser. Et puis j'ajoute oui, vas-y, en 30 secondes. En 30 secondes. Ah, mais en 30 secondes, Québec solidaire veut faire une assemblée constituante. C'est une erreur, c'est faux. Une assemblée constituante dans un pays qui n'est pas encore souverain, ça n'existe pas. Ça va être un party entre progressistes et souverainistes. Et voilà, ça marche pas. Mais moi, j'ai jamais vu un parti avoir des idées qui ne marchent pas, nous ressortir les vieilles idées qui marchent pas et soudainement réussir. Je veux dire, à un moment donné, il faudrait peut-être retourner à la table à dessin, sortir du neuf, quelque chose qui sent le propre. Merci, Nick Payne, à demain.